L'incident de volleyball de 2006. Le 2 juillet 2017, un utilisateur anonyme a posté un fil de discussion sur le forum paranormal de 4chan en demandant « Comment peut-on vivre après avoir pris la pilule rouge concernant l'incident de volleyball de 2006 ?» Si vous vous demandez ce qu'était cet incident, c'est une histoire étrange et troublante. Le post faisait référence à une prétendue fusillade de masse, au cours de laquelle un tireur aurait tué 14 personnes lors d'un match de volleyball dans un lycée, soit dans le Dakota du Sud, soit dans le Nebraska, en 2006. Mais voici où les choses deviennent étranges. Si vous cherchez des informations à ce sujet en ligne, vous ne trouverez rien. Aucun article de presse, aucun rapport officiel sur les victimes. Rien. Seulement des sites de théorie du complot et quelques posts occasionnels sur Reddit demandant si cela s'était réellement produit. C'est comme si l'événement n'avait jamais existé ou avait été effacé de l'histoire. Pourtant, malgré le silence en ligne, de nombreuses personnes affirment se souvenir, en avoir entendu parler. Certaines disent même qu'elles se trouvaient près du mont Rushmore à cette époque et avaient entendu un reportage à ce sujet à la radio. Pendant longtemps, la seule preuve de cet incident sur Internet était une image tirée d'une vidéo amateur, censée avoir été prise juste avant l'incident, avec la date du 27 septembre 2006 incrustée dessus. C'était jusqu'à ce qu'un simple joueur, un YouTuber explorant souvent des terriers de lapins sur le dark web, découvre davantage de preuves. En parcourant le forum Late Nights sur un site similaire à 4chan, il est tombé sur des photos macabres d'un gymnase scolaire ensanglanté, prétendument prises peu après la fusillade. So right here, let's go down a little bit over here. They've got 2006 volley. Oh my god. Oh, we're gonna have to blur this one. Jesus Christ, that's actually like death footage. I think I remember this. I was searching around for some sort of proof of this happening, and apparently it's a snippet from a home video. Oh my god. We have to blur that out. I gotta make sure we note that, blur it real quick. Let me add that to the notes here. Jesus. It's like an actual straight up bloody massacre. It's like VHS recorded. This has to be from like a movie. There's no way. This has to be from like some movie. It's crazy as hell. That it's got like a CBI not for release. Like I assume CBI stands for like some sort of a governmental organization or something. That is so messed up. I feel like I should have known this or something. I don't even know if that's like a conspiracy. How is that a conspiracy? It's actually like death foot, unless it's from like some movie or something that we don't know about. Jesus Christ. That is actually the most chilling thing I've seen. We're like 5 minutes into this recording and already it's just like death footage has hit the building. Dans le coin inférieur droit des photos, on pouvait lire le texte CBI Not for Release, que je vais essayer de vous montrer, tout en floutant le reste. Cela a déclenché la diffusion de théories assez folles sur tout l'Internet. Selon les théories les plus populaires, l'incident a bien eu lieu, mais il aurait été couvert par le gouvernement américain. Selon l'histoire, le gouvernement tentait d'assassiner une personne présente lors de ce match de volleyball au lycée. Cependant, les choses ont mal tourné et de nombreux jeunes joueurs ont été pris dans les tirs croisés. Et comme cela aurait provoqué un énorme scandale public, le gouvernement aurait ordonné aux médias de ne pas parler de l'histoire et aurait également payé les familles des victimes pour qu'elles se taisent. Cependant, bien que le gouvernement américain ne soit pas étranger aux dissimulations de la vérité, je dois admettre que cette théorie est assez farfelue. Garder un secret aussi important pendant si longtemps semble difficile à croire. À un moment donné, on pourrait s'attendre à ce que la vérité fuite. Une théorie un peu plus raisonnable est qu'il s'agirait d'un cas classique de l'effet Mandela, où de grands groupes de personnes se souviennent collectivement d'un événement de manière erronée. Et coïncidence, j'ai en fait trouvé un incident similaire qui a eu lieu en 2006 dans cette région. Dans l'incident de la Platte Canyon High School, Dwayne Roger Morrison, âgé de 53 ans, a pris en otage 7 étudiantes, les a attaquées et en a tué une. Cela a également eu lieu le 27 septembre 2006, la même date que celle sur laquelle la photo présumée a été prise avant l'incident. Son emplacement dans le Colorado pourrait aussi expliquer pourquoi des personnes du Midwest se souviennent en avoir entendu parler aux nouvelles. Mais il y a des différences majeures.
Notamment, l'incident de Platte Canyon n'avait rien à voir avec un match de volley-ball et il n'y a eu qu'une seule victime. Cela dit, le scénario le plus probable est que tout ceci est un canular. En faisant des recherches sur cet incident, je suis tombé sur un post intéressant sur le forum Above Top Secret de 2017. Dans ce post, l'auteur parlait de la création d'un canular dans lequel plusieurs fusillades scolaires se seraient produites en 2006 dans de petites villes. Mais toute information liée à ces incidents aurait été mystérieusement effacée des archives publiques. Mais si c'est le cas, d'où viennent les images que cet ordinaire gamer a trouvées? Étant donné qu'il s'est écoulé plus de 7 ans depuis la première apparition de cette histoire sur Internet, il est peu probable que nous découvrions jamais la réponse à cette perturbante énigme d'Internet. Folle de tombe pour les idiots. Le 8 août 2014, un utilisateur du nom de Simon Predji a publié une vidéo sur YouTube intitulée « Grave Robbing for Morons ». Il s'agissait d'un téléversement numérique d'une très vieille vidéo VHS, une vidéo particulièrement inquiétante. Dans celle-ci, un jeune homme donne des détails dérangeants en expliquant étape par étape comment déterrer des tombes et vendre les restes sur le marché noir. There is nothing there that will hurt you at all. Or you have to make sure of that. There's nothing that can hurt you. Do not be afraid. Pull it out like that. Do not pull it by the teeth, or else it'll break out like that, and you will have holes. Ce qui rend cette vidéo encore plus perturbante, ce n'est pas seulement son contenu, mais le mystère qui l'entoure. Personne ne sait qui est l'homme dans la vidéo. À ce jour, son identité reste inconnue, et personne ne s'est manifesté pour revendiquer la responsabilité. Cela a divisé Internet en deux camps opposés. Certains croient qu'il s'agit d'une vidéo authentique d'un véritable voleur de tombes. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'un court-métrage d'horreur obscur créé uniquement pour choquer. Étonnamment, en faisant des recherches sur ce sujet, j'ai trouvé des éléments qui soutiennent les deux versions de l'argument. Une chose indiscutable cependant, c'est que la vidéo originale est extrêmement vieille. La première mention de son titre, Grave Robbing for Morons, que j'ai trouvé sur Internet, provenait d'une ancienne boutique en ligne de cassettes VHS d'horreur appelée Shocking Videos. Ce site listait la cassette à la vente en avril 2003, en précisant « entre autres ». Cela dit, la vidéo originale date probablement de la fin des années 80. Nous pouvons clairement voir la jaquette VHS du film Evil Dead 2 de 1987, à 5 minutes et 43 secondes dans la vidéo. Et pour affiner encore davantage la période, un numéro du magazine Horror FX est visible dans le coin inférieur gauche au même moment. Cette couverture spécifique faisait partie d'une édition spéciale du magazine Fangoria Horror, publiée en juillet 1989, ce qui signifie que la vidéo a probablement été tournée autour de cette année-là. Les objets de collection d'horreur disséminés tout au long de la vidéo laisse penser que la personne ayant créé cette vidéo était peut-être un fan inconditionnel de films d'horreur, cherchant simplement à créer quelque chose de terrifiant pour le frisson. Et bien que la plupart des conseils macabres donnés dans la vidéo semblent très authentiques, comme décrire des méthodes pour retirer le crâne d'un corps qui ne s'est pas encore complètement décomposé, il y a aussi des moments qui semblent extrêmement ridicules, comme lorsque l'animateur suggère de neutraliser les témoins pour qu'ils croient que tout cela n'était qu'un rêve. Never leave witnesses. If you have to knock them out so that way they think it's a dream. Cela donne encore plus de poids à la théorie selon laquelle le protagoniste n'a aucune véritable expérience de vol de tombe et invente tout pour la vidéo. D'un autre côté, certains soutiennent que le crâne qu'il montre dans la vidéo est bien trop détaillé pour être faux. Quant à l'incohérence des conseils, cela pourrait être expliqué par l'idée que c'était probablement sa première fois en train de voler une tombe et qu'il inventait simplement des détails pour paraître plus connaissant sur le sujet qu'il ne l'était réellement. Mais c'est à ce moment-là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Vers la fin de la cassette, l'homme semble presque marmonner son nom complet, mais se retient avant de prononcer son nom de famille en entier. Okay, this was made by Anthony. Well, as a matter of fact, let's forget the last name. En 1999, un homme nommé Anthony Casamassima a été arrêté à New York pour avoir volé une fenêtre en vitrail précieuse dans un cimetière.
Il y avait une réelle possibilité que ce soit la même personne qui ait créé le guide Grave Robbing for Moron. Cela dit, quelques incohérences suggèrent le contraire. Par exemple, je n'ai trouvé aucune accusation contre Anthony Casamassima mentionnant qu'il avait profané des corps. Il était plus intéressé par le vol d'artefacts précieux, comme des vitraux. Et surtout, Casamassima avait 40 ans lorsqu'il a été arrêté en 1999. S'il avait fait la vidéo, il aurait eu environ 30 ans à l'époque. Cependant, étant donné l'apparence jeune de la personne dans la vidéo, cela semble hautement improbable. J'ai également trouvé quelques autres théories, mais la plupart mènent à des impasses. L'une d'elles avance que l'homme dans la vidéo pourrait être Craig A. Bradley, qui a été arrêté en 1995 pour avoir volé des restes humains dans un cimetière de l'État de New York. Craig aurait eu environ 24 ans lorsque la vidéo de vol de tombe a été filmée. Cela correspond à l'apparence jeune de l'homme dans la cassette. De plus, il lui ressemble un peu. Cependant, le problème avec cette théorie est que Craig n'a pas le bégaiement qui est très présent dans la vidéo originale. Winter months I'm laid off. So winter months don't usually pay. Dig for you and everything. So you dig and your friend digs, and then it's another friend digs. You have to find someplace really secluded, so that way there's no interruptions, okay? Maintenant, il aurait pu simuler le bégaiement dans la vidéo originale pour une raison quelconque. Cependant, les internautes trouvent cela extrêmement peu probable, étant donné la façon dont cela semble réel. Voleur de tombes ou acteur, le bégaiement est réel. J'ai connu plusieurs personnes avec des bégaiements très graves, et c'est un comportement tellement spécifique et incontrôlable qu'il est difficile à simuler. Le bégaiement de ce garçon semble unique et authentique. Je n'ai jamais vu un acteur dans un film simuler un bégaiement aussi réaliste. Il est possible qu'un jour la personne vue dans la vidéo vienne révéler la vérité. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune idée de qui est cette personne, ni si cette vidéo extrêmement réaliste de fouille de tombe est authentique. John Lang, policier de Fresno. Le 20 mars 2015, une chaîne YouTube nommée Lang Marine a publié une vidéo de 3 minutes et demie intitulée « Harcèlement par les forces de l'ordre de Fresno, camionnette Ford qui m'a suivi moi et mes résidents à de nombreuses reprises ». La vidéo montrait le même véhicule passant devant la caméra à 2 reprises en 3 minutes. L'auteur de la vidéo était John Lang, un ancien marine de 51 ans vivant à Fresno, en Californie. Les images provenaient d'une caméra de sécurité qu'il avait installée devant son domicile. Dans la description de la vidéo, il donnait des détails importants sur cette rencontre étrange et troublante. Selon Lang, il critiquait en ligne la façon dont la police de Fresno et les pompiers gérèrent leur budget. En représailles, il le harcelait et le suivait, et le camion Ford dans la vidéo appartenait soit à la police de Fresno, soit au bureau du shérif. Le lendemain, il a publié une autre vidéo montrant un homme promenant son chien devant chez lui. La vidéo montrait le chien et son maître s'arrêtant devant la maison de Lang pendant quelques secondes avant de repartir. Rien de particulièrement inhabituel. Cependant, Lang affirmait que la personne dans la vidéo était un policier en civil qui conditionnait le chien de Lang pour qu'il n'attaque pas si ce même officier entrait par effraction plus tard. Au cours des 10 mois suivants, Lang a continué à publier des vidéos montrant des activités douteuses capturées par sa caméra de sécurité, comme un homme en civil s'approchant de sa maison, regardant brièvement et repartant, ou un camion de police s'arrêtant devant chez lui pendant quelques secondes avant de repartir. Cependant, la vidéo la plus inquiétante montrait une mystérieuse camionnette noire s'arrêtant devant chez lui et filmant sa maison avec une grande caméra pendant environ 30 secondes avant de partir rapidement. Lang affirmait que l'appareil dans la main de l'individu était un capteur d'imagerie thermique et qu'ils tentèrent de déterminer s'il était présent. En janvier 2016, Lang était convaincu que la police de Fresno préparait son assassinat. Le 16 janvier, il a publié une vidéo montrant une camionnette d'une entreprise de nettoyage garée devant chez lui. Dans la description, il a écrit « Si je disparais ou suis retrouvé mort demain, souvenez-vous de cette camionnette ».
Je pense avoir vu 2 types sortir discrètement de la porte latérale et entrer dans le bâtiment lorsque la camionnette était garée dans le carport cet après-midi. J'ai causé beaucoup de problèmes à la ville de Fresno récemment, ce que je regrette maintenant. Malheureusement, ce fut la dernière vidéo que Lang publia sur YouTube, car quelques jours plus tard, des pompiers le retrouvèrent mort dans sa maison en flammes, avec plusieurs coups de couteau sur le corps. Cette nouvelle a attristé ceux qui suivaient l'affaire. Cependant, ce n'était que le début d'une plus grande théorie du complot. En effet, lorsque la nouvelle de sa mort a été annoncée, il a été rapporté qu'il avait plusieurs coups de couteau dans le haut du dos. Si cela était vrai, cela validerait toutes les craintes de Lang concernant un assassinat. Cela ferait également de la police de Fresno le principal suspect de son meurtre. Cependant, lorsque le médecin légiste de Fresno a publié le rapport d'autopsie de Lang, il ne mentionnait que 3 coups de couteau auto-infligés sur sa poitrine et aucune mention de coups dans le dos. S'agissait-il d'une erreur initiale ou la police de Fresno essayait-elle de dissimuler un crime? Cette incohérence a provoqué de nombreuses réactions et même une pétition pour rouvrir l'affaire. Mais elle est restée close. À ce jour, l'affaire John Lang reste un mystère. Était-il réellement harcelé ou souffrait-il simplement de graves troubles mentaux et de paranoïa? D'après mes recherches, la réponse semble être un mélange des deux. Tout d'abord, il convient de mentionner que la police de Fresno est bien connue pour être marquée par la corruption. Un utilisateur de Reddit a raconté une histoire à propos de la police, disant « Le père de mon ami a travaillé pour la police de Fresno pendant des décennies et Jerry Dyer est venu avec des agents pour le menacer à la fin des années 90. » Donc, il ne serait pas surprenant que des policiers aient intimidé ce type. La police de Fresno a-t-elle riposté contre Lang? Peut-être. Ce qui est plus probable, c'est que Lang devenait de plus en plus paranoïaque et perdait la raison au fil du temps. D'après ce que je vois, l'homme qui promenait son chien faisait juste cela. Promener son chien. Prétendre qu'il conditionnait le chien de Lang en quelques secondes est plutôt tiré par les cheveux. Même la camionnette suspecte peut être facilement expliquée, car l'appareil montré dans la vidéo n'était qu'une caméra de cinéma sur un stabilisateur et non un capteur d'imagerie thermique sophistiqué. Quant à savoir pourquoi il filmait depuis un véhicule, il s'agissait probablement de cinéastes indépendants qui n'avaient tout simplement pas les autorisations nécessaires de la ville. Cependant, tout cela reste des hypothèses de ma part. La véritable preuve de l'état mental dégradé de Lang est le fait qu'il a éteint les caméras à l'intérieur de sa maison un jour avant l'incident. La dernière image enregistrée sur ces caméras le montrait assis avec un couteau de cuisine à la main. De plus, lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, toutes les entrées de la maison étaient barricadées de l'intérieur. Si c'était vraiment un meurtre, le tueur n'aurait pas pu s'échapper sans enlever l'une de ces barricades. Finalement, s'il y avait vraiment un grand complot derrière la mort de Lang, il est peu probable que nous le découvrions plus de 8 ans après. Baguette maléfique. En novembre 2014, Nicole Allen a acheté une baguette rose de princesse pour sa fille de 2 ans dans un magasin à $1 sur Linden Avenue, à Kettering. Le nom de la baguette était « Baguette maléfique », ce qui est déjà assez étrange en soi, mais cela a probablement échappé à Nicole. Cependant, la baguette promettait aussi des choses comme de l'éclat, de la beauté et de la merveilleuse musique. L'illustration de la boîte montrait également le personnage de Sakura Kinomoto, la protagoniste d'une célèbre série animée japonaise appelée Cardcaptor Sakura. Dans la série, Sakura est essentiellement une princesse magique. Donc, l'inclusion de ce personnage mignon a encore plus désarmé la méfiance de Nicole. Mais elle ne pouvait pas se tromper davantage. En effet, la présence de ce personnage sur l'emballage suggérait une origine asiatique pour le produit. En y repensant, la baguette maléfique avait une petite, et je veux dire très petite, ressemblance avec l'une des baguettes que Sakura utilise dans la série. La baguette maléfique était sans aucun doute une version contrefaite d'un produit qui aurait dû ressembler à cela s'il avait été officiel. Cependant, la baguette maléfique était bien plus sinistre qu'un simple produit de mauvaise qualité. Contrairement à ses homologues officiels, les fabricants de cette contrefaçon avaient carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils ont choisi de faire de cette liberté était absolument troublant. En effet, le sommet de la baguette,
avait un papier aluminium brillant, probablement pour imiter l'étoile scintillante de la baguette officielle. Cependant, ce papier cachait une image en dessous. Lorsque la fille de Nicole a accidentellement retiré le papier en jouant avec la baguette, elle s'est retrouvée face à une image terrifiante d'une femme à l'apparence inquiétante se tranchant le poignet. Cela a sans doute été effrayant pour la petite fille, mais ce n'était pas tout. Si on appuyait sur le bouton de la baguette au lieu de la merveilleuse musique promise, celle-ci diffusait un rire effrayant. La baguette allumait aussi une lumière derrière l'image inquiétante, ce qui faisait que la petite fille l'aurait probablement vue même si elle n'avait pas retiré le papier. Quand Nicole a découvert la vérité troublante, elle a rendu ses découvertes publiques dans l'espoir de faire interdire ce jouet effrayant des magasins. La couverture médiatique de la baguette maléfique est rapidement devenue virale. Mais le jouet est resté aussi mystérieux qu'inquiétant. L'image dérangeante dissimulée dans le jouet a été retracée jusqu'au photographe français Butcher Ludwig, qui semble être un maître dans la création des œuvres les plus cauchemardesques qu'on puisse imaginer. Presque toutes ces œuvres sont trop graphiques pour YouTube. Pour la plupart d'entre elles, même un simple coup d'œil suffit à déclencher une réaction de lutte ou de fuite. Quant à la raison pour laquelle l'œuvre photographique horrifique et sanglante de Ludwig a été volée pour être incluse dans un jouet pour enfants, personne ne le sait avec certitude. La seule autre chose que les gens ont apprise sur la baguette maléfique après avoir examiné son emballage est qu'elle a été fabriquée en Chine. Et c'est tout. L'emballage ne portait pas le nom du fabricant. J'ai même recherché le code universel des produits intégrés dans le code barre et n'ai trouvé aucune information pertinente à ce sujet non plus. C'est l'une de ces choses qui vous font vraiment vous demander quels autres mystères troublants se cachent dans les jouets bon marché pour enfants.